Une carte de gym délavée du 27 mai 1965 a mis le monde du fitness en émoi. Le document marqué du nom de Bruce Lee au Hao Kong Gymnasium de Hong Kong révèle quelque chose qui contredit tout ce que nous pensions savoir sur la légende des arts martiaux. Les arts martiaux ont une signification très très profonde, mais c'est une forme de combat. Alors que les bodybuilders de son époque empilaient les plaques et poursuivaient le poids maximum, Lee faisait quelque chose de complètement différent. Quand vous parlez de combat tel qu'il est, avec du vrai combat, bien joué bébé, vous feriez mieux d'entraîner chaque partie de votre corps. C'est squat, seulement 43 kilos. C'est curl, modeste selon n'importe quel standard. Pourtant, cet homme pouvait tenir un haltère de 57 kilos tendu à bout de bras, frapper 9 fois en une seconde et bouger si vite que les caméras ne pouvaient même pas le capturer. Dans la forme combative, l'art d'exprimer le corps humain. Les chiffres n'ont pas de sens jusqu'à ce que vous compreniez la philosophie secrète derrière chaque répétition qu'il a effectuée. Les réseaux sociaux ont explosé quand la carte d'entraînement de 1965 est apparue en ligne. Les passionnés de fitness ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Bruce Lee, l'homme qui incarnait la perfection physique, faisait des squats avec moins que la plupart des débutants. Le document montrait 14 exercices fortement axés sur les bras, avec 8 ciblant spécifiquement les biceps et les triceps. Il effectuait 3 séries de squats avec 43 kilos pour 10 répétitions. Son French press utilisait 29 kilos. Ses curls inclinés ne dépassaient jamais 32 kilos. Les commentaires ont immédiatement afflué. Certains influenceurs fitness l'ont rejeté comme faux, affirmant que personne ne pouvait construire le physique de Lee avec des poids aussi légers. D'autres insistaient sur le fait que l'entraînement semblait facile, à peine qualifiable d'échauffement. Les bodybuilders traditionnels ont souligné que les powerlifters compétitifs déplaçaient le triple de ces chiffres, même en 1965. Le débat a fait rage sur toutes les plateformes, tout le monde se demandant comment cette routine pouvait créer le physique le plus iconique de l'histoire des arts martiaux. Mais ceux qui comprenaient la philosophie de Lee voyaient quelque chose de différent. Ils reconnaissaient que ce n'était pas un entraînement complet, mais plutôt sa journée d'entraînement axée sur les bras dans ce gymnase particulier. Plus important encore, ils comprenaient que le poids sur la barre ne racontait qu'une fraction de l'histoire. Ce qui comptait, c'était comment il déplaçait ce poids, à quelle vitesse il exécutait chaque répétition et ce qu'il entraînait réellement son corps à faire. Le timing de cette carte d'entraînement porte une énorme signification. En mai 1965, Lee avait 24 ans et venait de décrocher son rôle décisif en tant que Kato dans la série télévisée The Green Hornet qui commencerait à filmer plus tard cette année-là. Il enseignait simultanément les arts martiaux, développait son système de combat révolutionnaire appelé Jeet Kune Do et affinait son corps en une arme. Cette période a marqué une transition critique dans sa philosophie d'entraînement, s'éloignant des méthodes traditionnelles vers quelque chose d'entièrement nouveau. Ce qui rend ce document vraiment fascinant, c'est ce qui s'est passé quelques mois seulement avant qu'il ne remplisse cette carte de gym. Fin 1964, Lee s'est engagé dans un combat privé qui changerait fondamentalement toute son approche de l'entraînement et des arts martiaux. Cette confrontation a exposé des faiblesses dans son conditionnement et sa technique qu'il ne pouvait pas ignorer. L'entraînement de mai 1965 représente sa réponse à cet appel au réveil, le début de son voyage vers la création d'un système d'entraînement qui révolutionnerait la façon dont les athlètes préparent leur corps pour le combat. La question demeurait: comment des poids si modestes pouvaient-ils produire des résultats aussi extraordinaires? Décembre 1964, Oakland, Californie. Derrière des portes verrouillées au John Fan Kung Fu Institute de Bruce Lee, 7 personnes ont été témoins d'un combat qui allait modifier le cours de l'histoire des arts martiaux. Lee a affronté Wong Jackman, un maître de 23 ans du Shaolin du Nord, du Sing Yi Quan et du Tai Chi. La confrontation découlait de tensions dans le Chinatown de San Francisco au sujet de Lee enseignant les arts martiaux à des étudiants non chinois, bien que les circonstances exactes restent disputées à ce jour. Selon Linda Lee Cadwell, l'épouse de Bruce, le combat a duré 3 minutes avec Lee dominant. Le récit de Wong Jackman dressait un tableau différent, affirmant que la bataille a continué pendant 20 à 25 minutes sans vainqueur clair. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est ce qui s'est passé après. Lee était profondément insatisfait de sa performance. Quel que soit le résultat, le combat aurait dû se terminer en quelques secondes, croyait Lee.
Au lieu de cela, il a traîné beaucoup plus longtemps que acceptable. Il se sentait essoufflé, inhabituellement épuisé à la fin. Ses mains lui faisaient mal d'avoir frappé la tête de Wong à plusieurs reprises alors que son adversaire reculait. Ses techniques de Wing Chun, bien qu'efficaces, semblaient maladroites et inefficaces. Le plus troublant était son conditionnement cardiovasculaire qui a presque échoué quand il en avait le plus besoin. Lee a confié à sa femme que si le combat avait continué beaucoup plus longtemps, il aurait pu perdre. Cet aveu d'un homme de sa confiance révélait la profondeur de son auto-évaluation. Il a immédiatement commencé à disséquer chaque aspect de sa performance, analysant où son entraînement lui avait fait défaut. Sa conclusion était brutale. L'entraînement traditionnel des arts martiaux n'était pas suffisant. La technique pure ne pouvait pas compenser un conditionnement physique inadéquat, et son approche existante de l'entraînement en force nécessitait une refonte complète. Léo Fong, un artiste martial qui connaissait bien Lee, a expliqué plus tard qu'un meilleur jeu de jambes, des crochets et des uppercuts aurait fait la différence. Linda a observé la transformation de son mari après le combat. Bruce est devenu obsédé par la recherche de méthodes d'entraînement plus sophistiquées. Il a commencé à lire tout ce qu'il pouvait sur la force, le conditionnement, la vitesse et la puissance. Il a consulté des bodybuilders, étudié la physiologie de l'exercice et expérimenté sans relâche sur son propre corps. Cette quête obsessionnelle l'a conduit à James Lee et Alan Joe, ses étudiants à Auckland, qui étaient profondément dans l'entraînement avec poids. Ils l'ont introduit au travail avec halter. Mais Lee a immédiatement reconnu que simplement copier les routines de bodybuilding ne servirait pas à ses objectifs. Il avait besoin de quelque chose de différent. Il avait besoin d'un entraînement qui le rendrait plus rapide, plus explosif et capable de soutenir un effort maximal sans fatigue. C'est alors que toute sa philosophie a commencé à changer. Alan Joe, l'un des partenaires d'entraînement de Lee, révélerait plus tard la différence fondamentale dans leurs approches. James et moi étions dans l'entraînement avec poids lourds, a expliqué Joe. Bruce est allé avec des poids plus légers, avec des répétitions plus élevées. Cette distinction n'était pas arbitraire. Lee avait découvert un principe que la plupart des athlètes de son époque manquaient complètement. La vitesse est plus importante pour la puissance que la masse. Le bodybuilding traditionnel se concentrait sur la surcharge progressive, ajoutant constamment du poids pour construire de plus gros muscles. Les powerlifters poursuivaient la force maximale à travers des levées de plus en plus lourdes. Lee a rejeté les deux approches pour les applications de combat. Il comprenait que, dans un combat, vous n'avez pas le temps de générer lentement de la force comme vous le faites avec un squat lourd. Vous avez besoin d'une puissance explosive délivrée instantanément à travers de multiples frappes en succession rapide. Sa recherche l'a conduit aux hommes forts de l'ancien temps, en particulier Eugène Sandow, qui effectuait des exploits incroyables de force sans le physique massif et volumineux des bodybuilders modernes. Sandow ressemblait à la sculpture de David de Michel-Ange, mais pouvait soulever des poids énormes et démontrer des capacités physiques extraordinaires. Le secret? Sandow préconisait l'entraînement à haute répétition avec des poids plus légers, combinés à une concentration mentale intense sur les muscles travaillés. Lee a également étudié le travail de figure comme Alexander Zass, un autre homme fort qui mettait l'accent sur la tension et le contrôle plutôt que sur le poids brut. Ces pionniers comprenaient quelque chose que la culture fitness dominante avait oublié. La vraie force implique le système nerveux, pas seulement la taille des muscles, la capacité de recruter instantanément un maximum de fibres musculaires, de générer de la force rapidement et de maintenir cette production dans le temps nécessitait un entraînement différent que simplement ajouter des plaques à une barre. Bruce ne poursuivait pas le poids, il poursuivait la puissance utilisable. Chaque répétition avait un but au-delà du miroir, a déclaré le docteur Adrian Kwan, chercheur en performance neuromusculaire à l'Institut de mouvement humain de Hong Kong. Lee a commencé à expérimenter avec l'entraînement de vitesse, effectuant des exercices réguliers, mais exécutant chaque répétition aussi explosivement que possible. Cette approche recrutait plus de fibres musculaires à contraction rapide, celles responsables des mouvements rapides et puissants. Il a découvert que s'entraîner avec l'intention de déplacer le poids rapidement, même si le poids lui-même était modéré, produisait de meilleurs résultats pour les arts martiaux que de moudre à travers des levées lourdes. Mais c'est une forme combative de combat. Je veux dire, ce n'est pas que certains d'entre eux soient devenus du sport, mais certains ne le sont toujours pas. Je veux dire qu'ils utilisent
par exemple les coups de pied à l'aine, les doigts dans les yeux et des choses comme ça. Sa philosophie du squat illustrait parfaitement ce principe. Pourquoi charger 136 kilos sur votre dos quand le schéma de mouvement ne se traduit pas directement par des coups de pied ou des sauts? Les squats lourds vous rendent bon pour bouger lentement sous des charges énormes. Les squats légers, effectués explosivement, développaient la puissance explosive nécessaire pour des coups de pied ultra rapides et une agilité féline. Les squats de 43 kilos sur cette carte de gym de 1965 n'étaient pas un signe de faiblesse. C'était un choix délibéré d'entraîner des qualités qui comptaient réellement au combat. Le docteur Raymond Steele, historien de l'entraînement des arts martiaux et consultant en sciences du sport, a déclaré: des squats explosifs pour des coups de pied explosifs, ça semble évident. Mais Lee était pratiquement seul à penser de cette façon dans les années 60. Lee a également reconnu que la levée lourde causait des dommages musculaires importants et nécessitait de longues périodes de récupération. Cela interférait avec son entraînement principal, qui était le développement des compétences en arts martiaux. S'il était trop endolori ou fatigué d'avoir fait des squats de 180 kilos pour pratiquer correctement ces techniques, l'entraînement en force devenait contre-productif. Comment Lee pouvait-il tenir une barre de 54 kilos à bout de bras avec facilité? La réponse réside dans une routine courte et brutale qui renforçait des muscles dont vous ne saviez même pas l'existence. L'un des aspects les plus négligés de l'entraînement de Bruce Lee était son utilisation des exercices isométriques, et ce composant était absolument critique pour sa force et sa vitesse extraordinaires. L'isométrie consiste à générer une force maximale contre un objet immobile. Lee est devenu fasciné par cette méthode d'entraînement après avoir étudié le travail de Bob Hoffman, un pionnier de l'haltérophilie olympique et de l'entraînement en force qui préconisait l'entraînement isométrique dans les années 1960. Bill Starr, lui-même haltérophile olympique et entraîneur, a appelé l'isométrie l'exercice de force ultime. Le principe est simple mais brutalement efficace. Au lieu de déplacer le poids à travers une amplitude de mouvement, vous poussez ou tirez contre quelque chose qui ne bougera pas en utilisant 100% de votre force disponible pendant 6 à 12 secondes. Lee enchaînait des barres au sol et tentait de les curler avec un effort maximal. Il essayait de presser des barres immobiles au-dessus de sa tête. Il tirait contre une résistance fixe avec tout ce qu'il avait. Une carte d'entraînement de 1965, nouvellement découverte, a choqué les fans du monde entier. Bruce Lee, l'homme le plus rapide des arts martiaux, ne soulevait pas lourd du tout, juste des répétitions explosives légères qui ont construit la vitesse et la puissance légendaire dont nous parlons encore aujourd'hui. Sensei Hiro Tanaka, expert en conditionnement des arts martiaux au Tokyo Combat Performance Lab, a déclaré: Bruce comprenait que la vraie puissance ne déplace pas seulement le poids, elle le verrouille en place et le libère d'un seul coup. Cette méthode d'entraînement offrait des avantages uniques pour les artistes martiaux. Premièrement, elle permettait le recrutement de toutes les fibres musculaires disponibles simultanément. Dans la levée régulière, vous ne pouvez pas utiliser 100% d'effort parce que vous perdriez le contrôle du poids. Avec l'isométrie, vous pouvez pousser au maximum absolu sans risque. Deuxièmement, l'entraînement isométrique renforçait les angles et positions spécifiques les plus critiques pour le combat. Lee pouvait cibler la position exacte où son coup de poing générait une puissance maximale et entraîner cette position intensément. Les avantages neurologiques étaient tout aussi importants. L'entraînement isométrique améliorait la connexion esprit-muscle, la capacité d'activer consciemment les muscles à volonté. Cela se traduisait directement par des mouvements plus rapides et plus précis au combat. Il améliorait également ce qu'on appelle le taux de développement de la force, la vitesse à laquelle vous pouvez générer une force maximale. Dans un combat durant quelques secondes, cette qualité est bien plus précieuse que la capacité de moudre à travers une levée lente et lourde. Lee a développé une routine isométrique simple de 8 exercices qu'il effectuait 2 à 3 fois par semaine. Les exercices comprenaient des press lockout, des exercices de traction, des presses d'épaule, des montées sur les orteils et divers mouvements de traction. Chaque exercice était maintenu pendant seulement 6 à 12 secondes à l'effort maximal. La routine entière prenait un minimum de temps, mais produisait des gains de force remarquables sans le volume ou les exigences de récupération de la levée lourde. Le champion américain de karaté Joe Lewis, qui s'est entraîné avec Lee,
a raconté plus tard que Lee pouvait tenir une barre de 54 kilos tendue devant son corps à bout de bras. Cet exploit incroyable de force ne venait pas de curler des poids massifs, mais de l'entraînement isométrique qui développait des muscles stabilisateurs profonds et un contrôle de tension extraordinaire. L'approche de Lee se concentrait sur ces muscles plus profonds plutôt que sur les muscles miroirs superficiels que les bodybuilders priorisaient. Pendant que le monde poursuivait des muscles plus gros, Lee poursuivait un but: construire un corps conçu pour la vitesse, la puissance et la précision, pas pour le miroir. Comment a-t-il transformé la performance en mesure ultime de la force? Une histoire célèbre capture parfaitement la philosophie de Lee. Dan Inosanto, l'ami proche et partenaire d'entraînement de Lee, a un jour commenté un bodybuilder massif sortant d'un gymnase californien. Mec, regarde les bras de ce type, s'est exclamé Inosanto. La réponse de Lee a été immédiate et dédaigneuse. Il a questionné ce que ces énormes bras pouvaient réellement faire. Pouvaient-ils lancer des coups rapides? Pouvaient-ils maintenir la vitesse et la puissance pendant un combat entier? Pouvaient-ils bouger avec la flexibilité et la coordination requises pour les arts martiaux? Lee ne s'intéressait pas aux muscles qui existaient purement pour l'apparence. Chaque élément de son physique devait servir un but fonctionnel. Sa philosophie d'entraînement émergeait directement de ce principe: construire seulement la force, la vitesse et l'endurance requises pour l'efficacité au combat. Tout le reste était un effort gaspillé et un volume contre-productif qui le ralentirait. Cette approche a fait de Lee un pionnier dans ce que nous appelons maintenant le fitness fonctionnel. Des décennies avant que le terme ne devienne populaire, les combattants MMA modernes, les athlètes tactiques et les spécialistes de la performance ont embrassé les principes de Lee, reconnaissant que l'entraînement spécifique au sport produit de meilleurs résultats que les programmes de bodybuilding génériques. Lee comprenait cela en 1965, quand la plupart des athlètes croyaient encore que devenir plus gros et plus fort en salle se traduisait automatiquement par une meilleure performance dans leur sport. Ces mesures révélaient ses priorités. À son apogée pendant le tournage d'Opération Dragon, Lee mesurait 1,72 m et pesait environ 63 à 66 kg. Son pourcentage de graisse corporelle oscillait entre 4 et 6 extraordinairement maigre même selon les standards athlétiques modernes. Sa poitrine mesurait 99 cm normalement, s'étendant à plus de 112 cm. Sa taille n'était que de 74 cm, créant un V dramatique. Ses bras mesuraient 36 à 40 cm. Impressionnant, mais nulle part près de la taille d'un bodybuilder professionnel. Ses proportions représentaient un équilibre parfait pour les arts martiaux. Assez de muscles pour générer une puissance explosive, mais pas tellement de masse que cela compromette la vitesse ou la flexibilité. Lee pouvait effectuer un grand écart complet, exécuter des coups de pied volants à hauteur de tête et bouger avec une grâce athlétique. Aucun bodybuilder de son époque, quelle que soit sa force, ne pouvait égaler ses capacités physiques dans les compétences pertinentes au combat. Lee a déclaré célèbrement: «Je ne veux pas devenir gros, je veux devenir meilleur.» Cette mentalité le séparait des haltérophiles et des bodybuilders qui poursuivaient trop la taille et la force comme des fins en soi. Lee poursuivait la performance. Le développement musculaire n'était qu'un effet secondaire de l'entraînement pour la vitesse, la puissance, l'agilité, la flexibilité et l'endurance. Il voyait son corps comme un outil, pas un projet esthétique, et le façonnait en conséquence avec une efficacité impitoyable. L'entraînement de Lee n'est pas resté le même longtemps. Des routines lourdes en bras aux entraînements complets minimalistes, il évoluait constamment, mélangeant force, cardio et travail du tronc dans un système qui a construit l'artiste martial vu à l'écran. Qu'est-ce qui l'a poussé à affiner chaque mouvement si impitoyablement? Les méthodes d'entraînement de Lee ont évolué dramatiquement entre 1965 et le début des années 1970. Cet entraînement viral du Hao Kung Gymnasium représentait une phase précoce quand il expérimentait encore avec des approches de bodybuilding traditionnelles. Son programme se transformerait plusieurs fois alors qu'il découvrait des méthodes plus efficaces. Selon John Little, qui a compilé les notes d'entraînement de Lee dans L'art d'exprimer le corps humain, l'entraînement en résistance de Lee a traversé des phases distinctes. La routine lourde en bras de 1965 a finalement cédé la place à un programme corps entier plus équilibré. À la fin des années 1960, Lee effectuait des clean and press, des curls à la barre, des presses derrière la nuque, des rowing verticaux, des rowing à la barre, du bench press, des pullovers à la barre et des squats.
Il faisait généralement 2 séries de 8 à 12 répétitions pour la plupart des exercices, les squats obtenant des plages de répétitions plus élevées de 12 à 20. Ce programme ciblait chaque groupe musculaire 3 fois par semaine, mais avec une intensité modérée qui n'interférait pas avec l'entraînement aux arts martiaux. Au début des années 1970, Lee avait simplifié encore plus. Son entraînement avec poids est devenu remarquablement minimaliste. Clean and press, squat, pullover à la barre, bench press, good mornings et curls à la barre. Seulement 6 exercices, 2 séries chacun effectuées 3 fois par semaine. Cette approche simplifiée prenait moins de temps et d'énergie tout en maintenant les qualités de force dont il avait besoin. Il a utilisé cet entraînement incroyable pour obtenir le physique vu dans des films comme The Big Boss et La Fureur du Dragon. Lee a également découvert l'entraînement d'action périphérique du cœur, une approche de style circuit qu'il a trouvé dans le magazine Ironman. Cette méthode gardait le sang circulant dans tout le corps plutôt que de s'accumuler dans un groupe musculaire, créant à la fois des avantages de force et cardiovasculaires simultanément. Il effectuait des exercices en séquence alternant entre les mouvements du haut et du bas du corps, créant essentiellement ce que nous appellerions maintenant du conditionnement métabolique ou de l'entraînement en circuit. Son cardio a évolué significativement après le combat contre Wang Jackman. Il courait 3 à 4 jours par semaine, couvrant 6 km par session en utilisant un entraînement de type fartlek, alternant entre différentes allures comme l'entraînement par intervalles moderne. Il sautait à la corde intensivement, parfois les jours alternés, ce qui signifie qu'il effectuait un entraînement cardiovasculaire 6 jours par semaine pendant certaines périodes. Il incorporait également le vélo stationnaire, qu'il préférait à la course parce que c'était plus facile sur les articulations tout en construisant l'endurance des jambes. L'entraînement du tronc se faisait quotidiennement sans exception. Lee croyait au développement de ce qu'il appelait une section médiane en béton capable d'absorber les coups, tout en générant de la puissance pour ses techniques. Son travail abdominal comprenait des sit-ups, des élévations de jambes et des mouvements avancés comme le légendaire Dragon Flag, un exercice anti-extension extrêmement difficile que peu d'athlètes peuvent effectuer correctement. Mais pourquoi Lee a-t-il ignoré les poids lourds que les bodybuilders vénéraient? Les entraîneurs de force modernes ont validé les instincts de Lee sur la levée lourde. Charger un poids massif sur votre dos pour des squats ne se traduit pas parfaitement par un mouvement athlétique. La fatigue neurale des levées presque maximales est énorme, nécessitant des jours de récupération qui empêchent l'entraînement des compétences. Pour un athlète qui doit pratiquer des techniques quotidiennement, cette demande de récupération devient prohibitive. Lee comprenait cela intuitivement des décennies avant que la science du sport ne le confirme. Considérez la mécanique d'un squat à effort maximal. Vous descendez lentement, atteignez la position inférieure, puis vous moulez vers le haut pendant plusieurs secondes contre une résistance énorme. Maintenant, comparez cela à un mouvement de combat comme un coup de pied ou un coup de poing. Ces mouvements se produisent en millisecondes, nécessitant une génération de force instantanée sans temps pour construire progressivement la tension. Entraîner votre corps à bouger lentement sous des charges lourdes peut réellement altérer votre capacité à bouger explosivement sans résistance. Le squat de 43 kg de lit avait un sens parfait vu sous cet angle. En utilisant un poids modéré et en se concentrant sur le déplacer aussi explosivement que possible, il entraînait son système nerveux pour la production rapide de force. C'est pourquoi il pouvait frapper avec une vitesse et une puissance dévastatrices malgré le fait de ne pas être un squatteur lourd. La qualité qu'il développait, le taux de production de force, comptait bien plus que la force maximale pour ses objectifs. La levée lourde construit également une masse musculaire au-delà de ce qui est fonctionnel pour les sports de combat. Les bodybuilders et les powerlifters ont besoin de cette masse pour déplacer des poids maximum. Les combattants ont besoin d'un ratio différent de force par rapport au poids corporel. Lee maintenait une force relative extraordinaire, ce qui signifie que sa force par kilo de poids corporel était phénoménale. Ajouter 14 kilos de muscle pourrait augmenter la force absolue, mais si cela diminue la vitesse, la flexibilité et l'endurance, c'est contre-productif pour le combat. Le stress articulaire de la levée lourde posait une autre préoccupation. Les squats et deadlifts maximum placent d'énormes forces de compression sur la colonne vertébrale. Le bench press lourd stresse les articulations de l'épaule. Au fil du temps, ce stress accumulé peut conduire à des blessures qui compromettent la performance athlétique.
Lee préférait les méthodes d'entraînement qui construisaient la force sans détruire la capacité de son corps à effectuer des mouvements d'arts martiaux à haut volume. L'approche de Lee pour l'entraînement de la prise et de l'avant-bras illustrait parfaitement ses priorités. Il effectuait des curls de poignets extensifs, travaillant jusqu'à l'échec avec des poids modérés. Il faisait des pompes sur les doigts. Il utilisait constamment des exercices de renforcement de la prise. Pourquoi? Parce que la force de préhension se traduisait directement par saisir les adversaires, contrôler les armes et délivrer des frappes puissantes. Chaque minute passée à entraîner la prise avait une application directe au combat. Contrairement au temps nécessaire pour se reposer et récupérer d'un deadlift de 227 kg, son temps d'entraînement était précieux. Chaque heure nécessitait un retour sur investissement maximum. La levée lourde nécessitait trop de temps, trop de récupération et construisait des qualités qui ne se transféraient pas efficacement au combat. Un entraînement plus léger, plus rapide et plus explosif livrait de meilleurs résultats pour moins de coups. L'entraînement de Lee n'était pas seulement soulever des poids ou courir des tours, c'était un système à spectre complet qui fusionnait cardio, flexibilité, arts martiaux, force et nutrition en une seule machine imparable. Comment a-t-il réussi à faire compter chaque mouvement, repas et minutes? Le système d'entraînement de Lee intégrait de multiples composants en un tout cohérent. L'entraînement avec poids n'était qu'un élément d'un programme conçu pour développer toutes les qualités